Bah, j'ai pas de mots. Vous m'avez rendu très fier, vous nous avez tous rendu hyper fiers. On a souffert, moi j'ai eu très peur. Pas nous. J'avais pris un engagement. Non, c'est vrai, je dis ça. Ok, là, ce que vous êtes en train de voir, c'est Emmanuel Macron. Et il est en train de célébrer la victoire de la France en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. Mais ce que vous savez pas, c'est que quelques heures plus tôt, il était dans une énorme polémique. Plusieurs députés de l'Assemblée nationale lui reprochaient de se rendre au Qatar et donc de cautionner les milliers de morts d'ouvriers causés par l'événement. Sauf que l'affaire va commencer à prendre beaucoup d'ampleur. Et Macron va avoir une réponse simple, très simple. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Et la vocation, d'abord ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. Et au fond, il a un peu raison. Le sport n'a pas vocation à être politique. Par exemple, si vous prenez le 5e principe de la charte olympique, on nous indique que le sport doit respecter la neutralité politique. L'objectif à travers ça, c'est de construire un monde unifié par le sport. Un monde où les guerres s'arrêtent pendant quelques semaines alors que les athlètes s'expriment librement et en paix. Bref, quelque chose de magnifique, mais on va pas se mentir, un peu naïf. Et ça, paradoxalement, Emmanuel Macron en est très bien conscient. Surtout que quelques semaines plus tard, il déclare ça. Non, j'ai dit, l'objectif, il est simple, top 5. Top 5 des nations, ouais. Et top 8 pour les Jeux paralympiques. Mais je comprends plus rien. D'un côté, le sport ne doit pas être politisé, mais de l'autre, on donne des objectifs de médailles dans un classement où les pays s'affrontent. Finalement, on cherche à construire la paix à travers le sport, mais on donne un classement où tous les pays se battent pour exposer leur suprématie au monde entier. Comme disait George Orwell, le sport c'est la guerre, les fusils en moins. Remplacer les soldats par des athlètes, les champs de bataille par des stades, les victoires militaires par des médailles, et voilà que les JO deviennent un événement qui reflète parfaitement la géopolitique avec des grands gagnants, mais aussi des perdants. En regardant le classement des médailles, la première chose qu'on remarque, c'est l'écart abyssal entre les deux premiers et le reste du monde. À eux deux seulement, la Chine et les États-Unis comptent 80 médailles d'or, soit 25% des médailles disponibles. Ouais, c'est énorme et c'est tout sauf un hasard. Mis à part si vous vivez dans une grotte, vous savez très bien qu'actuellement, les USA et la Chine sont les deux puissances qui dominent notre monde. Tous les jours, les deux pays s'affrontent, que ce soit économiquement, culturellement, technologiquement et aussi sportivement. Aux Jeux Olympiques, les États-Unis ont toujours été les boss ultimes. Avec un total de 2764 médailles, aucune nation ne fait mieux. Pour vous dire, depuis les premiers Jeux Olympiques en 1896, ils n'ont jamais fini en dehors du podium du classement des médailles. Mais depuis quelques années, la Chine toque à la porte des Américains. Aux Jeux de Los Angeles, en 1984, la Chine a obtenu 32 médailles. 20 ans plus tard, aux Jeux d'Athènes en 2004, ils ont doublé leur nombre de médailles. Et aujourd'hui, en 2024, ils sont passés à 91 médailles. Cette ascension fulgurante n'est sûrement pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une stratégie rondement menée par le gouvernement chinois. Xi Jinping, le président chinois, disait la chose suivante: le développement du sport est un indicateur important du renouveau national chinois. Et c'est pour ça que le pays a investi massivement et surtout de façon très maligne dans certains sports. Si on regarde les 40 médailles d'or chinoises, près de la moitié viennent du plongeon, du tir et de l'haltérophilie. Le point commun de toutes ces disciplines, c'est qu'elles sont individuelles, assez rébarbatives et surtout des formidables viviers de médailles. Par exemple, regardez, si vous investissez sur 10 plongeurs, vous avez des chances de ramener 10 médailles d'or. Alors que si vous investissez sur 10 basketteurs, vous ne ramènerez au mieux qu'une médaille. C'est pour ça que la Chine délaisse la plupart des sports collectifs pour se concentrer sur des sports individuels où il y a très peu de place à l'imprévu. Alors que chez les Américains, c'est totalement différent. Sport collectif, individuel, sport aquatique, de raquettes, de ballons, ils essayent d'être présents absolument partout. Bref, ce sont deux systèmes totalement opposés qui s'affrontent. D'un côté, le rêve américain et de l'autre, la discipline chinoise. Finir premier au classement, c'est montrer que son système est efficace et surtout supérieur à l'autre. Et on va pas se mentir, la course n'a jamais été aussi serrée entre les deux pays. Ils ont tous les deux fini à 40 médailles d'or et ont dû se départager aux médailles d'argent. La Chine n'a donc jamais été aussi proche de son but. Mais bon, ce n'est que partie remise pour les prochains Jeux de 2028 à Los Angeles. Le rendez-vous est donc pris pour les Chinois car c'est l'occasion unique de battre l'ennemi chez lui, à domicile, là où normalement il est le meilleur. D'ailleurs, en parlant d'équipe à domicile, comment ne pas parler du pays organisateur ? La France. Macron avait donné l'objectif du top 5 et la France a fini 5ème pour la première fois depuis 1996. En fait, cette surperformance du pays organisateur, elle est pas si étonnante que ça. C'est un phénomène fréquent qu'on avait retrouvé avec l'Espagne aux Jeux de 92, avec la Grèce en 2004 ou encore le Royaume-Uni en 2012. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. La première, c'est le public. Quand vous êtes à domicile, vous avez le soutien de tout votre pays dans le stade. Et ça ne vous a pas échappé, le public français a plus qu'été au rendez-vous avec une ambiance de dingue
dingue qui a porté les athlètes. La deuxième raison, c'est l'investissement massif du pays hôte dans le sport. Depuis l'annonce des JO, la France a augmenté son budget de 68% dans le sport de haut niveau. Les sportifs n'ont donc jamais été aussi bien préparés à un événement en étant accompagnés et avec des infrastructures de qualité. Enfin, le dernier point qu'on peut souligner, c'est que les athlètes français connaissaient les conditions et les infrastructures locales. Bon, pour moi, cet argument est un peu à remettre en cause car avec toutes les innovations scientifiques, il s'est largement atténué. Bon, avec tout ça, la France a récolté 64 médailles et a su faire oublier la désillusion de Tokyo. En se plaçant 5e, le pays renvoie une image de dynamisme et de modernité. En plus, avec des cérémonies d'ouverture et de clôture globalement réussies, la France renvoie aussi l'image d'un pays stable, fort et surtout innovateur. Bref, on peut le dire, le grand vainqueur des JO d'un point de vue géopolitique, c'est la France. Depuis quelque temps, le pays renvoie à l'instabilité et au déclin face aux puissances américaines et chinoises. Mais avec cette réussite olympique, on a montré un tout autre visage, celui de la positivité et de l'ambition. Maintenant, un pays peut toujours performer sans être l'organisateur de l'événement. Plusieurs pays utilisent les JO pour se faire un nom dans le monde et pour combler soit un manque de population, soit un manque de richesse. Et pour ça, ils utilisent l'hyper-spécialisation, c'est-à-dire qu'ils vont investir massivement que dans un type de sport pour y atteindre l'excellence. Par exemple, regardez l'Australie. Ce pays de seulement 35 millions d'habitants a réussi à finir 4e avec 18 médailles d'or. Et pour ça, ils se sont spécialisés dans les sports aquatiques. Sur les 18 médailles, 7 viennent de la natation, 3 du canoë-kayak et 1 de la voile. Mais certains pays poussent la spécialisation encore plus loin. Regardez, on va faire un exercice. Qu'est-ce que vous connaissez sur l'Ouzbékistan? Bon, globalement, moi je connais le drapeau et je sais que ça se situe à peu près par là. Mais je connais pas grand chose d'autre. Pourtant, le pays a fini 13e au classement des médailles devant l'Espagne, la Belgique, le Brésil ou encore l'Algérie. Et pour se placer aussi bien, l'Ouzbékistan s'est spécialisé dans les sports de combat. Sur les 8 médailles d'or, 5 viennent de la boxe, 1 du judo, 1 de la lutte et 1 du taekwondo. Bref, grâce au sport de combat, l'Ouzbékistan se montre pendant 2 semaines et montre à l'entièreté du monde qu'il existe. Ce classement est donc une formidable vitrine pour les pays. En regardant les 20 premières nations, on comprend rapidement la dynamique de notre monde. Mais on remarque aussi quelque chose, il y a des anomalies. Certains pays très puissants et très peuplés n'apparaissent pas. C'est pour ça que ce classement nous montre aussi comment certaines nations deviennent les grandes perdantes de la guerre du sport. Le cas le plus flagrant et le plus politique, c'est celui de la Russie. Si vous déroulez le classement des médailles dans son entièreté, vous ne verrez ni le nom de la Russie, ni le drapeau russe. Et en fait, ça s'explique très simplement. Après le début de la guerre en Ukraine en 2022, la Russie a été exclue des JO par le CIO. Alors oui, le Comité international olympique prône l'apolitisme, mais exclut aussi des pays pour des raisons politiques. Paradoxal, non? Bon, en tout cas, cette mesure, c'est le prolongement d'une volonté occidentale d'isoler Vladimir Poutine. Le sport est très important dans sa stratégie et historiquement, la Russie est l'une des nations les plus puissantes et importantes au classement des médailles. Mais alors, que sont devenus les athlètes russes? Parce que de prime abord, c'est assez injuste comme décision. Vladimir Poutine a commis des actes atroces et sanctionnables, mais la plupart des athlètes n'ont rien à voir avec ça. Alors on observe deux cas de figure. Tout d'abord, on a des athlètes qui soutiennent la guerre ou qui font partie de l'armée. Vous vous en doutez, eux, ils sont exclus d'office. Mais dans un deuxième temps, on a d'autres athlètes qui ne soutiennent pas Poutine. Eux, ils ont le droit de participer, mais avec aucun drapeau et aucune hymne nationale. Ils sont appelés sous le nom de AIN, autrement dit les athlètes individuels neutres. Et au JO, ils étaient 15 pour 5 médailles. Bon, ça reste un classement correct, mais très loin des anciennes performances russes. On observe aussi d'autres pays importants absents du classement des médailles. Mais la différence, c'est que ces pays ne sont pas exclus par le CIO. Et dans ce cas-là, on a le Pakistan, le Bangladesh ou encore le Brésil. Mais l'exemple le plus frappant, c'est celui de l'Inde. Ce pays de 1,5 milliard d'habitants a remporté seulement 6 médailles, dont 0 en or. Pour vous dire, dans son histoire, l'Inde a remporté que 10 médailles d'or. Pour la taille du pays, c'est absolument absurde. En fait, les Indiens délaissent totalement le sport car il n'est pas considéré comme une activité noble. Il y a donc très peu d'investissements financiers et très peu d'infrastructures sportives. Mais le pays cherche à devenir une puissance importante et le pouvoir en place sait que le sport est un atout considérable pour y parvenir. Depuis 2014, Narendra Modi a fait du sport une priorité nationale. Il a lancé le programme Khelo India pour détecter les athlètes prometteurs dans les écoles et les universités. De plus, ils ont créé un fonds national du sport pour soutenir les médaillés indiens. Bref, même si cela prend un peu de temps, l'Inde devrait devenir une puissance sportive importante conformément à son statut démographique et économique. De quoi encore rajouter un nouvel acteur de taille dans la guerre du sport.
Bon, après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez être un peu dégoûté par cet événement sportif. La trêve olympique n'est finalement qu'une fiction, alors que les intérêts politiques, eux, dominent largement. C'est comme si la magie des JO s'estompait un peu finalement. Mais on peut aussi voir la politisation sous un autre angle. Les JO sont aussi une formidable vitrine pour exprimer les revendications individuelles des sportifs. Par exemple, la sprinteuse afghane Kimia Yousoufi a alerté de la situation critique dans son pays concernant les droits humains. Grâce à elle, des milliers de personnes ont connu la situation actuelle en Afghanistan où tous les jours des femmes sont discriminées. Alors cette politisation des JO, elle est ni toute blanche ni toute noire, mais en tout cas, une chose est sûre, le sport ne pourra jamais échapper à la politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à vous abonner si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur X, c'est là où je suis le plus actif et où je parle le plus de sport. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.